mesdames et messieurs. Je vais dire deux mots pour la ville européenne sans prétendre répondre à toutes les questions qui ont été posées déjà. Et je vais commencer par un premier point préalable. Je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Charbonneau qui m'a passé ses lunettes et du coup je peux lire mon texte, mais aussi sous son contrôle autrement, puisqu'il va nous parler demain de sa pratique. Et je voudrais tout d'abord dire que l'urbanisme n'est pas une science, mais une action qui doit articuler des approches d'autres sciences, mais en même temps des stratégies d'acteurs, des politiques d'État, des politiques municipales, mais aussi des stratégies, des visions des architectes urbanistes, des techniciens des mairies, des habitants, etc. Alors faire la ville et le territoire, c'est du bricolage savant. Je dirais que c'est du bricolage savant. Et je dis bricolage car notre travail d'architecte urbaniste doit tenir compte des différentes stratégies des acteurs et en même temps de l'aléatoire. Ce qui existe et ce qui existe, le regarder avec des principes. Les modèles ne se transportent plus. Le dessin est alors, le projet, est alors la formalisation de ce bricolage savant et non pas une représentation d'approche objective scientifique. En même temps, il faut faire la ville, l'organiser, la transformer, intervenir sans avoir l'illusion qu'on résoudra tous les problèmes. Mon deuxième point, c'est qu'aujourd'hui on parle de crise en Europe, et crise mondiale, et concernant l'espace, des changements sont tels qu'il s'agit sûrement non plus de crise, mais de mutation. Démographie, mobilité, mode d'habiter, culture, création de nouveaux réseaux de villes, tout indique qu'il est dorénavant impossible de retrouver l'ancien passé urbain ou rural, et cela indépendamment des échelles. Que la ville soit petite ou un monstre, comme São Paulo ou Shanghai, cela ne change rien. Par contre, un projet de ville, malgré des mutations, doit être ancré aux situations existantes. Cela posé comme préalable, je construis donc mon propos à partir d'un lexique, des mots clés, que je vais développer pour éclairer un peu quelques idées sur comment j'entends la mutation, ou comment plutôt on l'entend, la mutation. En laissant dans ces mots-clés, dans ces idées clés, d'autres aussi importantes que d'autres collègues ici, aujourd'hui, cet après-midi et demain, vont traiter. Donc, je ne prétends pas à l'exhaustivité. Et enfin, j'illustrerai de temps en temps mes propos avec quelques projets pour rendre un peu plus clair mon propos. Alors, mon premier mot, c'est extension. Et quand on dit extension, il y a un constat et un paradoxe. Depuis un siècle, l'urbanisme européen, allemand, français, italien, anglais, essaye de résoudre la même question, celle de l'étalement et de la métropolisation chaotique en rapport avec la ville consolidée, ou comme on dit autrement, la ville historique. De toute façon, toute ville est historique. Alors il y a un constat à faire. Nous reprenons conscience aujourd'hui de ce phénomène qui s'exprime différemment dans chaque ville, petite ou grande, et peu importe que les solutions qu'on ait ne prennent pas les mêmes formes. Les problèmes qu'elles génèrent, la démographie, la densification, l'étalement, la mobilité accrue, la disparition des anciennes fonctions, les mutations économiques, des espaces industriels, portuaires et ferroviaires en friche ou nouvelles, les catastrophes environnementales, le dépérissement des zones rurales et agricoles, interrogations sur le nouveau rapport à établir avec la nature, ce qu'on appelle la ville durable, qui est devenue un peu une tarte à la crème, les problèmes du logement, etc., etc., la liste serait infinie. Tout ceci se décrit comme phénomène de mondialisation
accompagné de nouvelles problématiques. Alors voici mon paradoxe. Un paradoxe qui apparaît dans les pratiques et discours aujourd'hui. D'un côté, on parle de mondialisation et de l'autre côté d'identité. Concernant les territoires métropolitains, les uns opposent la mondialisation aux identités, autrement dit, la mondialisation empêcherait l'expression des identités, quand d'autres cherchent un équilibre entre mondialisation et identité. Pour ce dernier, la métropolisation est inéluctable, mais elle peut s'accommoder avec le maintien des identités ou la recherche de nouvelles identités locales dans un équilibre entre le matériel, c'est-à-dire le paysage physique, l'environnement, etc., et l'immatériel, le facteur humain, les cultures, d'habiter, les usages, mais aussi toutes les dimensions économiques. Mon deuxième mot, c'est donc l'identité. Et le dilemme territorial oppose cette notion d'identité. Je ne donnerai pas une définition de l'identité comme un sociologue, bien sûr, pourrait le faire, mais comme je viens de le dire, une incohérence naît entre la figure territoriale et les fragments dont elle est composée. Le dilemme naît alors de l'extension des échelles et de l'illisibilité des relations entre fragments de territoire et l'ensemble. Toujours, le territoire était fait de fragments, et les fragments étaient inscrits dans un territoire, mais il y avait une lisibilité. Aujourd'hui, on peut parler d'une illisibilité. Compte tenu de l'extension du territoire métropolitain, est-ce qu'on peut donc parler d'identité? Car le dilemme s'aggrave pour des raisons idéologiques, politiques et de vision du monde. Comme je l'ai dit précédemment, d'un côté, on analyse le phénomène de la métropolisation sous l'angle de la mondialisation. Les fonctions des métropoles produisent des formes urbaines identiques, des infrastructures identiques, des modes de vie identiques, et de l'autre, on prône le renforcement des identités des fragments. Alors, l'enjeu du projet est de rendre une nouvelle cohérence à l'ensemble tout en préservant la personnalité sociale, formelle, culturelle du fragment. Troisième mot donc, les échelles. Aujourd'hui, il y a un glissement d'échelle du projet urbain au projet de territoire. Depuis un quart de siècle, en France surtout, malgré les différentes approches, démarches et définitions, le projet urbain était circonscrit dans l'espace en tant que morceau bien défini. Friches industrielles et portuaires à aménager, espace public, parc et espaces verts à créer, quartiers à améliorer, grands ensembles de logements sociaux à revitaliser, lotissement périphérique à ordonner, transport en commun à améliorer ou réinventer. La synergie des différents acteurs concernés entre les politiques municipaux, étatiques, régionaux, entre les acteurs privés et publics, les techniciens de la ville, les usagers, etc., est par ailleurs considérée comme la condition sine qua non de la réussite des projets urbains. Or, les dernières années, on constate un changement de problématique. Le passage du projet d'extension de la ville consolidé au projet de grande échelle et qui dépasse la fonction du schéma directeur d'aménagement, élargit les limites restreintes du projet urbain. Il ne s'agit plus seulement de quartiers d'extension fragmentée, mais de leur articulation avec la grande échelle du territoire. C'est la grande mutation que nous constatons aussi bien dans les doctrines, et pas forcément les théories, que dans les projets qu'affrontent les urbanistes architectes. Je vais donner un exemple par rapport à ça, comment un projet urbain peut générer une problématique sur le projet de territoire et l'inverse. Je prends l'exemple de la ville de Bordeaux, dont l'histoire, peut-être vous la connaissez, c'était sur la Garonne, le port de Bordeaux, et derrière la ville néoclassique, port qui a été abandonné,
et qui est resté pendant très longtemps en friche, ce qui a généré des multiples concours, des réflexions, comment la ville s'ouvre vers le port, et un des promoteurs, l'architecte paysagiste, le paysagiste Michel Borajou, a proposé, et ce qui a été réalisé, ce front nouveau de la ville sur la Garonne. Son travail, il a été en fait opéré par séquence, c'est-à-dire il n'a pas tout simplement créé une promenade au long, mais il a pensé l'intérieur de la ville à chaque fois, comment s'ouvre par séquence sur la Garonne. Ça, c'est les images du concours, ça, c'est la réalisation du concours d'images de janvier 2013. Et puis, effectivement, le front de ville a changé, les habitudes des habitants de Bordeaux ont changé dans leur rapport avec leur port et leur fleuve. Or, le grand générateur de ce projet, c'est le tramway, c'est-à-dire une réflexion sur la mobilité. Il s'agissait du centre de Bordeaux, mais il s'agissait de la métropole en même temps de Bordeaux, et une réflexion s'est développée et qui continue toujours sur comment revitaliser des polarités particulières à partir des parcours du tramway. Ce n'est pas la ville qui fait le tramway, c'est le tramway qui fait la ville, pour le dire de manière sémantique. Voilà donc la métropole, voilà les nouvelles polarités, puis voilà le parcours, un des parcours du tramway. Mais en même temps, une réflexion qui se développe pour un rapport entre la nature, qui n'est plus nature, l'espace non construit, avec l'espace construit, avec une réflexion sur la ceinture douce, c'est-à-dire le périmètre de la métropole, et des pénétrantes vertes. Et puis, ça donne en fait une recherche d'équilibre entre le construit et le non construit, comme j'ai dit, mais y compris avec des zones rurales qui sont très importantes dans l'agglomération de Bordeaux, ne fût-ce qu'à cause des vignobles. J'ai traité, à travers un exemple rapide de Bordeaux, la question du va-et-vient entre échelle de projet urbain et échelle territoriale. Mon quatrième mot maintenant, c'est le temps, justement, et son corollaire, la stratification. Je ne développerai pas ce mot de temps. Je voudrais tout simplement, qui est un mot aussi bien pratique que philosophique, mais je dirais seulement qu'il s'agit ici, comme je l'envisage dans mes propos ici, je vais parler du temps de l'histoire et du temps de la mémoire, le temps du vécu, le temps de l'usage, et d'autre part, le temps des strates, des traces. Un projet doit faire cette distinction entre temps de l'histoire, temps de la mémoire, parce que dans un cas, on mobilise en fait le savoir historique nécessaire pour comprendre l'espace, mais dans un autre cas, on mobilise la pratique, l'usage des vivants, même si ces vivants pensent à leur mort. Je laisse ce mot important qui est le temps pour venir à mon cinquième mot qui est la mobilité. C'est un mot très à la mode, la mobilité, mais en même temps c'est un mot indépassable. D'une part, des réseaux s'étendent,
des machines à transporter de plus en plus performantes se développent, rien ne reste cloisonné dans l'ère métropolitaine, et on dit que chacun puisse aller où bon et quand bon lui semble. C'est une revendication sûrement légitime. Pourtant, sous couvert de mobilité de tous, on ne pose pas la question sociale, culturelle et économique de l'immobilité de certains, et ils sont très nombreux. Dans un article au titre évocateur de la ville industrielle et industrieuse à la ville commerçante et consommatrice, la sociologue et historienne américaine Nancy Green a remarqué que la ville-monde, à cause des mutations, des périssements de l'industrie et du travail, transforme l'histoire de la ville en histoire de la consommation dans et de la ville-territoire. Souvent, ce modèle de consommation du territoire est adopté comme modèle pour le projet de territoire et du coup, la revendication de réduction du temps de transport par la mobilité devient synonyme de revendication d'augmentation du temps de consommation de marchandises et d'espace. C'est-à-dire, plus on accélère et on diminue donc le temps de transport, plus on donne de la place à un temps qui n'est pas un temps de disponibilité pour l'individu, mais un temps disponible pour consommer des marchandises dans l'espace de la ville. Le projet de territoire et le projet urbain ne doivent pas rendre l'espace de la ville en bien consommable seulement. Mon sixième mot est donc le projet. Qu'est-ce qu'un projet de territoire? Je ne prétends pas, bien sûr, épuiser cette question ici, d'autant plus que l'acceptation du terme projet est définie. Mais je dirais qu'il est constitué par un ensemble d'entités diverses aux frontières d'une part rigides qui dessinent la géographie et les infrastructures, et d'autre part des frontières imprécises, invisibles, immatérielles. Les limites d'un espace à penser et à faire ne sont plus les limites administratives de la logique du foncier, des accords métropoliticiens, mais celles de la perception de la cohérence du projet par la cohérence du paysage. Je rappelle que le paysage en grec se confond, c'est aussi bien l'espace abstrait que l'espace concret, le topos. Un projet de territoire est alors l'invention d'un ensemble composé de sous-ensembles. Il y a un va-et-vient entre fragments et visions d'ensemble du territoire. Il s'agit d'une vision de paysage aux multiples acceptions du terme, peut-être Chris Gunet va nous en parler, à commencer par la définition qu'en donne d'ailleurs même la Convention européenne du paysage, qui articule valeurs historiques, économiques, anthropologiques et esthétiques. Mon septième mot, c'est la méthode, donc. Quelle méthode adopter pour faire du projet? N'importe qui peut appréhender l'espace de plusieurs manières en fonction de sa culture, de son état psychologique, des raisons du déplacement, de sa place économique dans la société. Mais quand on est architecte, avec l'objectif de faire un projet dans un espace donné, nous sommes, et quand je dis architecte, j'entends de manière un peu plus globale, je l'élargis au-delà du diplôme et de la profession dans le sens corporatiste, je l'élargis à tous ceux qui s'occupent d'espace, dont le métier est de faire de l'espace. Donc, quand on est architecte, avec l'objectif de faire un projet dans un espace donné, nous sommes obligés de travailler aussi bien par la cartographie, je dirais par la macro-vision, que la création immédiate, que j'appellerais micro-vision. C'est-à-dire connaître le lieu en le visitant à pied, en le sentant, en saisissant ses odeurs, parfums, couleurs, formes statiques et configurations urbaines. Travail donc sur la double représentation des échelles en fonction de l'étendue de l'espace à projeter.
Ça va, je suis dans les temps où je dois accélérer. 10 minutes. L'étendue et le moyen de déplacement conduisent à changer de problématique et donc de méthode. Ce n'est pas la même chose de projeter un quartier ou un espace de friche industrielle restreint à un territoire qu'on ne peut embrasser dans sa totalité que par satellite, que par la carte en grande échelle. S'il est possible d'envisager un plan régulateur, un schéma directeur à partir d'une carte à l'échelle de 1 20 000 ou 1 50 000 pour définir et planifier des fonctions économiques par zone, par contre, il est impossible d'envisager en termes de projet la même échelle sans changer de méthode. Aujourd'hui, on parle de projet de territoire, c'est-à-dire une prise en compte non seulement de ressources, mais aussi de la topographie historique, des traces des éléments naturels, fleuves, ruisseaux, eaux, forêts, rapport des espaces bâtis et non bâtis, etc. Bref, on traite des potentialités du territoire, non seulement en termes de rendement, mais en termes d'habitabilité dans l'espace physique concret. Le découpage et le travail par séquence devient alors une méthode, non seulement parce qu'elles sont appréhendables, mais parce qu'elles sont des réalités à prendre en considération, y compris parce qu'elles sont abordables économiquement. Je veux très rapidement montrer un projet, un concours qu'on vient de terminer, concours d'idées pour la ville de Messine, pour lequel on a d'ailleurs le deuxième prix et pas le premier malheureusement. Et le cas de Messine est très intéressant parce que depuis toujours, Messine a subi un tremblement de terre en 1907, elle a été entièrement détruite, hein, cette ville de Sicile, en Italie. Et les trains, avec son développement, il a créé une sorte de frontière absolue entre la ville et la mer. Le train qui était le seul moyen de communication de Sicile avec là, et il est encore d'ailleurs, plus que l'avion, la Sicile et l'Europe continentale à travers l'Italie. Voilà donc l'image de la friche, énorme friche, qui a fait que les plages, le bord de la mer, c'était une sorte de poubelle avec le dépérissement en plus des industries liées au chantier naval. Ça, c'était ça montre l'ampleur de la réflexion. Ici, c'est le port, l'arrivée du train par bateau et toute la zone habitable et non habitable et industrielle. Ils ont fait appel, dans un premier temps, d'une réflexion de la part de Oriol Bohigas, l'urbaniste espagnol catalan que vous connaissez, lequel, Bohigas, il a proposé un parc de 3 km. Et ensuite, il y a eu ce concours. Et notre idée, mais qui était une idée, je pense, qui a été partagée aussi par les programmeurs, c'était de regarder, non pas comme une entité de 3 km, mais de regarder l'intérieur de la ville avec son rapport à la mer à travers des fragments particulièrement travaillés, habitat, travail et puis centre économique fort à côté du port. Je ne vais pas vous fatiguer en parlant de ce projet, c'est tout simplement que même à l'intérieur des petites échelles, on peut imaginer que nous avons des micro-espaces qui donnent un caractère particulier pour des habitants qui les habitent, cours fermés, cours ouvertes, parcs urbains. Et ensuite, bien sûr, hiérarchisation des voiries, etc., etc. Donc, d'une certaine manière, inversion des démarches habituelles. Enfin, tout ça pour dire que le projet
il est enjeu révélateur et préfiguration des espaces à toutes les échelles pour fabriquer des territoires métropolitains et de la ville, y compris dans ces dimensions de projets urbains dans le sens plus restreint. En ce sens, j'ai introduit d'une autre manière ici la question de temporalité, qui est le temps des acteurs, le temps de la réalisation, le temps de la conception, qui est tout à fait différent. C'est ainsi seulement qu'on peut fabriquer de l'espace public. Je ne vais pas développer, parce que je pense que le temps me manque, je ne vais pas développer les deux derniers mots que j'avais, qui étaient le premier, le rapport plan et projet urbain, où très souvent on confond les deux dimensions, mais je dirais par rapport à une définition possible du projet urbain, c'est que le projet urbain est avant tout une démarche, une heuristique pour concevoir et fabriquer de l'espace concret. Le projet urbain nécessite à chaque fois la mise en place d'une démarche différente. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de ficelle, il n'y a pas de normes, il y a des principes. Et à partir de ces principes, qui peuvent être plus ou moins pragmatiques et théoriques, il y a des méthodes à inventer en fonction des échelles et des acteurs impliqués, en fonction des contextes et des situations. Il ne faut pas confondre forme et configuration, contexte par définition statique et situation par définition dynamique et mouvante. Mon dernier mot, mais je vais le laisser à d'autres le développer, serait celui, bien sûr, des acteurs. Mais je pense que Jean-Pierre Chambonneau va nous en parler. Les acteurs, parce que chacun des acteurs a ses stratégies, ses objectifs, ses intérêts, mais aussi ses logiques, mais aussi sa culture urbaine très différente. Et le travail de nous, architectes, c'est justement de capter ces différences qui créent en même temps des conflits et comment arriver, non pas à pacifier, mais au moins à gérer ces conflits. Pour conclure, j'avais encore un autre projet là-dessus sur la gouvernance, qui est un autre concours qu'on a fait pour Strasbourg et qui a été tout basé sur la question de la gouvernance, parce que c'est un projet interfrontalier entre Strasbourg et Kiel, la ville allemande et la ville française, où tout notre projet a été axé sur l'espace public, sur le non construit, pour pouvoir communiquer les deux villes. Et donc, c'est pour ça qu'on a perdu, je crois, ce projet, c'est parce qu'on mettait l'accent sur le rapport entre les deux villes, entre les deux acteurs, les deux politiques, etc. Pour conclure, dans chaque pays, les pratiques, même en s'appuyant sur les mêmes principes ou doctrines, diffèrent parce que les lois, les règlements, les logiques d'acteurs, les échelles, les histoires des villes, les politiques et les stratégies diffèrent. Il n'y a qu'à observer les politiques urbaines suivies aujourd'hui en France en comparaison avec celles de l'Italie ou l'Allemagne pour se rendre compte de ces différences malgré la porosité des idées entre ces trois pays. À cause de la mondialisation et la globalisation, en cause aussi des modèles formels identiques que certains architectes déplacent partout, on a cru que les pratiques de la fabrication du territoire sont interchangeables. Or, la crise actuelle que traverse l'Europe, qui n'est pas seulement économique mais aussi urbaine, montre que ce n'est pas le cas. Imaginer le territoire du futur n'est pas tant une question de culture, mais de vision de civilisation. Et on peut s'interroger pour quelle civilisation future œuvrons-nous et travaillons-nous.